Bonjour Reddit, j'ai besoin de me défouler. En grandissant, ma famille était loin d'être aimante et compréhensive. C'était tout le contraire. Ma sœur, Amanda, était la fille dorée, tandis que j'étais le bouc émissaire. Depuis que je me souviens, Amanda ne faisait jamais rien de mal et moi, je ne faisais jamais rien de bien. Tout ce qui tournait mal chez nous devenait, d'une manière ou d'une autre, de ma faute, aussi absurde ou impossible que cela puisse paraître. Quand j'avais 6 ans, Amanda a mis la main sur un paquet de feutres et s'est mise à peindre les murs de la salle à manger, des rayures néon partout. Ma mère est entrée, a jeté un coup d'œil et a fait irruption dans ma chambre. Elle ne s'est même pas donné la peine de demander ce qui s'était passé, elle m'a simplement attrapé par le bras et a crié « Pourquoi as-tu fait ça ?» Amanda est restée là, un capuchon de feutre à la main, souriant comme le diable, pendant qu'on me punissait pendant 2 semaines. Au fur et à mesure que nous avons grandi, la situation a empiré. Amanda a commencé à faire des choses pires et j'étais punie pour tout. Quand j'avais 15 ans, elle a pris la carte de crédit de mon père et est partie faire du shopping, des vêtements de créateurs, des chaussures, un nouveau téléphone, plus de $5000. Quand la banque a appelé, vous penseriez qu'elle aurait des problèmes, n'est-ce pas? Non. Mes parents n'ont même pas essayé de savoir ce qui s'était passé. Au lieu de ça, ils m'ont assis et m'ont accusé d'avoir aidé Amanda à voler la carte. Je ne l'ai pas fait. Je ne savais même pas où mon père la gardait. J'ai perdu ma paix pendant des mois et j'ai reçu des sermons sur la responsabilité. Amanda? Elle a gardé la plupart des choses qu'elle avait achetées. Le pire qu'elle ait fait, et je n'arrive toujours pas à croire qu'elle s'en soit sortie, a été l'accident de voiture. Quand Amanda a eu 18 ans, mes parents lui ont acheté une nouvelle voiture. Pendant ce temps, j'avais 16 ans et je roulais encore sur mon vieux vélo branlant. Amanda n'était pas une grande conductrice. Un week-end, elle a décidé d'aller à une fête chez une amie. Elle s'est saoulée, a conduit jusqu'à la maison et a percuté la clôture de notre voisin. La police est arrivée, les primes d'assurance ont grimpé en flèche et la voiture a été détruite. Mes parents étaient furieux, mais pas contre elle. Ils m'ont blâmé. Ils ont dit que si j'avais été un meilleur frère, Amanda n'aurait pas ressenti le besoin de mal se conduire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'étais pas à la fête. Je ne lui ai pas donné les clés. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était de ma faute. Quand j'ai eu 17 ans, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir gagner. Amanda avait terminé ses études secondaires et travaillait à temps partiel dans une boutique. Un jour, il manquait $200 dans la caisse et Amanda a dit à nos parents que j'avais dû les voler. Je n'étais même pas en ville ce jour-là. Je rendais visite à un ami à 2 heures de route. Mais mes parents s'en fichaient. Ils m'ont traité de voleur et ont dit que je ruinais la réputation d'Amanda. Ce soir-là, mon père a fait mes bagages, m'a mis la valise entre les mains et m'a dit que j'irais vivre chez ma grand-mère. Sans explication, sans discussion, juste, tu as assez fait de mal à cette famille. Ma grand-mère vivait dans un petit village tranquille à environ 320 km. Elle m'a accueilli à bras ouverts et n'a pas cherché à savoir pourquoi on m'avait envoyé là-bas. Je crois qu'elle le savait déjà. Elle avait vu comment mes parents me traitaient au fil des ans, mais elle était toujours restée à l'écart. La vie avec elle était simple, mais solitaire. Je manquais à mes amis, à mon école et même au peu de normalité qu'il me restait. Elle n'avait pas Internet, alors je passais la plupart de mon temps à lire ou à l'aider à la maison. Elle a tout fait pour que je me sente chez moi, en cuisinant mes plats préférés et en me racontant des histoires sur mon père quand il était jeune. Mais cela n'a pas suffi à effacer la douleur de l'abandon. Quelques mois après mon installation, Amanda m'a appelé. Je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro. Elle avait l'air faussement douce, comme toujours quand elle voulait quelque chose. Elle a dit que maman et papa étaient toujours en colère, mais que peut-être si je m'excusais, ils pourraient me laisser rentrer à la maison. M'excuser pourquoi? Pour avoir été blâmée pour ses erreurs toute ma vie? J'ai raccroché sans dire un mot. Cela fait presque 2 décennies et j'essaie toujours de me remettre de tout cela. J'ai suivi une thérapie, mais certaines blessures sont plus profondes que ce que les mots peuvent atteindre. Mes parents et moi parlons à peine maintenant. Amanda est mariée, a des enfants et vit la vie parfaite qu'elle a toujours voulu. Chaque Noël, elle m'envoie une carte, comme si tout allait bien.
Je ne sais pas si elle se sent coupable ou si elle ne s'en rend tout simplement pas compte, mais je ne lui ai jamais répondu. Quant à moi, j'ai construit une vie tranquille. J'ai un emploi stable, quelques bons amis et un chat nommé Max qui me garde sain d'esprit. Mais certaines nuits, quand tout est silencieux, je repasse tous ces moments dans ma tête. Je me demande si j'arrêterai un jour de me sentir comme l'enfant qui n'a jamais été assez bien, peu importe combien j'essayais. C'est épuisant de porter tout ça, mais j'essaie de laisser tomber, un jour à la fois. Merci de m'avoir laissé me défouler. Je ne sais pas si je cherche des conseils ou si j'avais simplement besoin de le raconter à quelqu'un, mais ça fait du bien de finalement tout dire à haute voix. Quand je suis arrivée chez grand-mère Loretta, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'avais pas passé beaucoup de temps avec elle pendant mon enfance. Elle vivait dans un petit village, à des heures du chaos dont on venait de me chasser. Et même si je l'avais vue pendant quelques vacances, je ne la connaissais pas vraiment. Pourtant, au moment où j'ai franchi sa porte, elle m'a attirée dans une étreinte qui m'a semblé être la première véritable chaleur que j'ai connue depuis des années. « Anthony, chérie », a-t-elle dit en me serrant fort, « tu es en sécurité ici. » Sa maison était petite, mais accueillante, des murs lambrissés, des tapis usés et une douce odeur de lavande qui semblait provenir de nulle part. Ce n'était pas comme la maison de mes parents, où tout était impeccable et froid. La maison de Loretta semblait habitée, pleine de meubles dépareillés et de petits bibelots qu'elle avait rassemblés au fil des ans. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était exactement le contraire de mes parents. Là où ils étaient critiques et méprisants, elle était patiente et gentille. Et, pour la première fois, je n'avais pas l'impression de marcher sur des œufs. Au début, j'ai pensé que vivre avec elle pourrait être quelque chose de temporaire. Peut-être que mes parents se rendraient compte qu'ils avaient réagi de manière excessive et me demanderaient de rentrer à la maison. Mais les semaines se sont transformées en mois et leur silence a clairement indiqué que cela n'allait pas arriver. Ils ne m'avaient pas seulement envoyé loin, ils m'avaient effacé. Amanda restait leur princesse parfaite, voyageant dans le monde entier avec leur argent. De temps en temps, je voyais des bribes de sa vie par le biais de publications sur les réseaux sociaux. La voilà, souriante sur une plage aux Bahamas. La revoilà, montrant sa nouvelle voiture, une élégante Mercedes noire avec un énorme nœud dessus. Pendant ce temps, je travaillais à temps partiel dans une épicerie et remettais la majeure partie de mes chèques de paie pour aider Loretta à payer les factures. Loretta ne m'a pas demandé de travailler. Elle se serait débrouillée seule d'une manière ou d'une autre. Mais je ne supportais pas l'idée de rester assis sans rien faire pendant qu'elle luttait. Elle était à la retraite depuis des années, vivait avec un revenu fixe et ses factures médicales s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait les payer. Parfois, je l'entendais la nuit, toussant dans sa chambre, et cela m'effrayait. Elle avait fumé la majeure partie de sa vie et cela lui passait la facture. J'ai donc trouvé un emploi dans un entrepôt et je passais les soirées à faire tout ce que je pouvais pour aider, nettoyer, cuisiner, réparer des choses dans la maison. Ce n'était pas glamour, mais ça faisait du bien d'être nécessaire. Un jour, environ 6 mois après mon installation, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres adressée à Loretta. L'expéditeur était un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas curieux, je la lui ai remise lorsqu'elle est entrée dans la cuisine pour prendre son café du matin. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils et a mis ses lunettes de lecture. Probablement rien d'important. Mais tandis qu'elle lisait la lettre, son visage a pâli. Ses mains ont commencé à trembler et elle a laissé tomber le papier sur la table sans dire un mot. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, l'estomac noué. Elle a hésité avant de répondre, la voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est au sujet de la maison. Il s'est avéré que Loretta était en retard sur son prêt hypothécaire depuis des mois. Elle avait demandé un deuxième prêt il y a des années pour régler une dette médicale et maintenant la banque menaçait de procéder à une saisie immobilière. Mes parents le savaient, bien sûr. Ils avaient été informés en tant que ses proches parents. Mais ils n'avaient rien fait pour l'aider. J'ai eu envie de crier. Amanda vivait la belle vie dans une maison qui valait plus de 400 000 $ et ma grand-mère, la seule personne qui m'avait montré de la vraie gentillesse, était sur le point de perdre sa maison. J'ai passé les jours suivants à appeler les banques et les huissiers de justice, en essayant de trouver comment nous pourrions gagner du temps. Loretta a essayé de m'arrêter, en disant que ce n'était pas mon fardeau. Mais je ne pouvais pas rester assis et laisser tout disparaître.
Finalement, je l'ai convaincu de me laisser prendre un deuxième travail. J'ai commencé à travailler de nuit dans un restaurant de la ville, à nettoyer les tables et à faire la vaisselle jusqu'à ce que j'aie les mains en sang. C'était épuisant, mais ça valait la peine de voir le soulagement sur le visage de Loretta lorsque nous avons réussi à réunir suffisamment d'argent pour couvrir le prochain paiement. Un soir, après mon service au restaurant, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Loretta assise dans le salon avec un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait une quarantaine d'années, portait un costume usé et une mallette qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Loretta l'a présenté comme Carl, un vieil ami du quartier. « Anthony », a-t-elle dit, « Carl est avocat. Il va nous aider à régler ça. » Carl a expliqué qu'il avait enquêté sur le cas de Loretta et qu'il avait trouvé des incohérences dans les documents. Apparemment, la banque avait commis quelques erreurs lors du traitement de son prêt et il pourrait y avoir un moyen de contester la saisie immobilière. Ce n'était pas sûr, mais cela nous a donné un rayon d'espoir. Pendant que Carl s'occupait de l'aspect juridique, j'ai continué à travailler autant d'heures que possible. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait de me prouver que je pouvais surmonter la main que l'on m'avait distribuée. Chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à Amanda, traversant la vie sans souci, et cela alimentait ma détermination. Mais juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, un désastre s'est produit. Un soir, alors que je me préparais à aller travailler, Loretta s'est effondrée dans la cuisine. Je l'ai trouvée par terre, haletante, et mon cœur s'est arrêté. J'ai appelé le 911, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine composer le numéro. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais cela m'a semblé une éternité. Elle a été rapidement transportée à l'hôpital et je l'ai suivie dans ma voiture branlante, priant tout le long du chemin. Le médecin a dit qu'elle avait fait une crise cardiaque. Elle a survécu, mais de justesse. L'avoir connectée à toutes ces machines, si petite et fragile, m'a brisé quelque chose à l'intérieur. Je ne pouvais pas la perdre, pas après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mais les factures médicales étaient astronomiques et je savais qu'il n'y aurait aucun moyen pour nous de suivre le rythme. J'ai essayé d'appeler mes parents, dans l'espoir qu'ils finiraient par faire un pas en avant et aideraient. Mais quand mon père a répondu au téléphone, il m'a raccroché au nez avant que je puisse finir d'expliquer. « Nous avons assez fait pour elle », a-t-il dit froidement. « C'est maintenant ta responsabilité. » J'ai raccroché, tremblant de rage. Comment pouvait-il être aussi impitoyable ? Amanda avait tout servi sur un plateau d'argent et ils ne pouvaient pas dépenser un sou pour sauver leur propre mère. C'était comme si elle n'existait plus pour eux. De retour à l'hôpital, Loretta m'a serré la main et m'a dit de ne pas m'inquiéter. « Tu as déjà beaucoup fait, Anthony », a-t-elle dit faiblement. « Je suis fière de toi. » Ces paroles m'ont donné de la force. J'ai continué à travailler, j'ai continué à me battre et, finalement, avec l'aide de Carl, nous avons réussi à sauver la maison. Ce n'était pas facile, mais ça valait la peine. Loretta a pu rentrer à la maison. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais accompli quelque chose de réel. Après des années à vivre avec grand-mère Loretta, je me suis finalement retrouvée au bord de quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir, l'indépendance. Le jour où j'ai signé les papiers pour acheter ma première maison, un endroit modeste mais magnifique d'une valeur de 300 000 $, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'incrédulité. Mon parcours, de bouc émissaire dans ma famille à l'atteinte de ce jalon, ne portait pas seulement sur le fait d'avoir une maison, il s'agissait de récupérer ma vie. La maison était une Craftsman à 2 étages dans un quartier calme, avec un porche enveloppant et une cour arrière assez grande pour planter un jardin. Elle n'était ni voyante ni extravagante, mais elle était à moi. Enfin, à nous. Je me suis assurée d'inclure le nom de Loretta dans l'acte. Ce n'était pas seulement un geste, c'était une déclaration. Elle avait été mon roc quand personne d'autre ne s'inquiétait et c'était ma façon de la remercier. Arriver à ce point n'avait pas été facile. J'ai travaillé sans relâche, faisant des jongleries entre les emplois et réunissant chaque centime que je pouvais. Le tournant est arrivé lorsque j'ai obtenu un poste à temps plein de coordinateur de projet dans une entreprise de logistique locale. Le salaire n'était pas astronomique, mais il était stable et il comportait des avantages. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais respirer. Au travail, j'ai rencontré un groupe de personnes qui sont rapidement devenues ma deuxième famille. Il y avait Jacob, mon superviseur raisonnable,
qui croyait en l'amour dur mais avait un cœur d'or. Puis il y avait Maria, ma collègue qui adorait faire de la pâtisserie et qui apportait souvent des biscuits ou des brownies pour l'équipe. Et enfin, il y avait Ethan, un analyste junior avec une veine sarcastique qui est devenu l'un de mes amis les plus proches. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire de mon passé, mais ils en savaient assez pour comprendre pourquoi j'étais si motivée. Un vendredi, après le travail, Ethan m'a invité à prendre un verre. Ce n'était pas quelque chose que je faisais habituellement. Je préférais les soirées tranquilles à la maison. Mais il a insisté. Nous nous sommes retrouvés dans un bar faiblement éclairé en centre-ville, où il nous a commandé une tournée de shots de whisky. Alors, a-t-il dit en levant son verre, quel est le grand projet maintenant que tu es officiellement propriétaire d'une maison? J'ai ri. J'essaie juste de prendre les choses jour après jour. Ethan a souri. Tu es trop prévoyant pour ça. Il n'avait pas tort. Même en célébrant cet accomplissement, je pensais déjà aux prochaines étapes. La maison avait besoin de quelques réparations, un nouveau toit, une plomberie mise à jour. Mais j'étais prêt à y faire face. Après tout, j'avais passé des années à mener des combats difficiles. Qu'était une petite amélioration de la maison en comparaison? Mais la vie a une façon de lancer des balles courbes quand on s'y attend le moins. Un mois après mon emménagement, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé une lettre collée à la porte de ma maison. Elle provenait d'un homme appelé Greg Hawkins, qui disait être l'ancien propriétaire de la maison. Selon la lettre, il y avait eu un problème avec la vente et il menaçait d'intenter une action en justice pour réclamer la propriété. J'ai paniqué. J'ai immédiatement appelé l'agent immobilier qui m'avait aidé pour l'achat, mais elle m'a assuré que tout était en règle. Pourtant, la lettre me rongeait. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. J'ai passé des heures au bureau du secrétaire du comté, en vérifiant les registres pour m'assurer que tout était légitime. C'est alors que je suis tombée sur quelque chose d'étrange. Le nom de Greg Hawkins ne figurait pas comme l'ancien propriétaire. Au lieu de cela, le registre montrait que la maison avait appartenu à une société écran. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un ferait-il autant d'efforts pour cacher l'historique de la propriété? J'ai apporté les documents à Carl, l'avocat qui avait aidé Loretta il y a des années. Il était semi-retraité maintenant, mais il a accepté de jeter un coup d'œil. Après quelques jours, il m'a appelé à son bureau. Anthony, a-t-il dit en s'adossant à sa chaise, c'est plus gros que tu ne le penses. Carl a expliqué que la maison avait fait partie d'une plus grande escroquerie immobilière. La société écran avait été utilisée pour changer rapidement de propriétaire, en gonflant sa valeur et en la vendant à des acheteurs sans méfiance comme moi. Bien que mon achat soit techniquement légal, il y avait des gens qui allaient perdre beaucoup d'argent si l'escroquerie était découverte. Pendant des semaines, j'ai vécu dans un état d'anxiété constant, attendant que le pire arrive. Puis, un soir, alors que je travaillais à réparer la clôture du jardin, un homme s'est approché de moi. Il était grand, avec un corps mince et un visage qui semblait avoir vu de nombreuses bagarres de bar. « Tu es Anthony ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. « Qui demande ?» ai-je répondu, la garde ôte instantanément. « Je m'appelle Greg Hawkins » a-t-il dit en sortant une cigarette froissée. « On doit parler. » Je l'ai invité à s'asseoir sur le porche, même si tous mes instincts me disaient de garder mes distances. Il n'avait pas l'air dangereux, mais il y avait quelque chose en lui qui me troublait. Pendant l'heure suivante, Greg m'a raconté sa version de l'histoire. Il a affirmé qu'il avait été trompé pour qu'il abandonne la maison dans un accord de saisie obscur et qu'il essayait de la récupérer depuis. Je ne pouvais pas dire s'il disait la vérité ou non. Mais son désespoir était palpable. Au fur et à mesure que la conversation avançait, j'ai commencé à voir le tableau d'ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de la maison, il s'agissait de personnes comme Greg, des personnes qui avaient été écrasées par un système conçu pour les exploiter. D'une étrange manière, j'ai ressenti une affinité avec lui. Je savais ce que c'était que d'être rejeté, de se sentir impuissant. Mais, en même temps, je ne pouvais pas laisser ces problèmes devenir les miens. J'avais travaillé trop dur pour en arriver là. Avec l'aide de Carl, j'ai réussi à naviguer dans le champ de mine juridique. Le tribunal a statué en ma faveur et Greg a été contraint de faire marche arrière. Mais toute l'épreuve m'a laissé secouer.
Cela m'a rappelé que peu importe jusqu'où j'étais arrivé, il y avait encore des défis qui m'attendaient au tournant. Pendant tout ce temps, Loretta a été mon ancre. Elle a emménagé avec moi peu de temps après que j'ai acheté la maison et la voir là m'a fait sentir chez moi. Elle passait ses journées à entretenir le jardin, à fredonner de vieilles mélodies et à préparer des repas qui emplissaient la maison de chaleur. Les soirs calmes, nous nous asseyions ensemble sur le porche, en regardant le coucher du soleil et en parlant de tout et de rien. Un soir, alors que nous prenions le thé sous un ciel étoilé, Loretta s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu as parcouru un long chemin, Anthony. J'espère que tu sais à quel point je suis fière de toi. » Ces paroles m'ont fait pleurer. Pendant si longtemps, j'avais lutté pour prouver ma valeur, à moi-même, au monde, peut-être même à mes parents. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais besoin de l'approbation de personne d'autre. J'avais construit une vie dont je pouvais être fière et c'était suffisant. La vie s'était installée dans un rythme constant. Ma maison n'était plus seulement une maison, c'était un sanctuaire. Grand-mère Loretta l'avait encore améliorée avec ses compétences de jardinage. Chaque centimètre de la cour arrière fleurissait de roses, de lys et de légumes. Elle insistait sur le fait que nous n'en finirions jamais de manger. J'ai travaillé dur, passé les week-ends à réparer et à améliorer des choses sur la propriété. Occasionnellement, je suis sortie avec mon ami Ethan pour me détendre. Pour une fois, ma vie semblait stable. Puis, comme toujours, Amanda a trouvé le moyen de la gâcher. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis des années, pas depuis qu'ils m'avaient envoyé vivre chez Loretta. Ils avaient fait leur choix et j'avais fait les miens. Je ne suivais pas la trace d'Amanda, mais sa vie était impossible à éviter lorsqu'elle apparaissait sur les réseaux sociaux ou par le biais de connaissances communes. Elle restait, la fille dorée, vivant de l'argent de mes parents tout en voyageant, en achetant des voitures chères et en organisant des fêtes luxueuses. Mais même ce puits finirait par se tarir. Et il s'est avéré qu'Amanda n'était pas aussi invincible qu'elle le pensait. Cela a commencé par un message vocal. Je suis rentrée du travail un soir, épuisée, et j'ai trouvé mon téléphone clignotant avec un message. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais je l'ai fait lire quand même. Anthony, je suis ta mère. Sa voix m'a arrêtée net. Je ne l'avais pas entendue depuis des années et pourtant, elle sonnait exactement pareil, aiguë, froide et autoritaire. Mais cette fois, il y avait une touche de quelque chose de plus dans son ton, le désespoir. Ton père et moi avons besoin de te parler. C'est urgent. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'étais pas prêt à rouvrir cette porte. Mais une semaine plus tard, la porte s'est ouverte toute seule. J'étais sur le perron, en train de réparer une balustrade desserrée, lorsqu'une voiture s'est arrêtée à l'entrée. C'était une vieille berline, branlante et rouillée. La portière côté conducteur s'est ouverte avec un craquement et ma mère en est sortie. Elle avait l'air terrible. Elle avait les cheveux ébouriffés, les vêtements froissés et le visage marqué par le stress. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue. Puis, mon père est sorti du côté passager, se déplaçant plus lentement que je ne m'en souvenais. Il n'avait pas l'air beaucoup mieux. Anthony, a dit ma mère, comme s'il s'agissait d'une visite décontractée, on a besoin de te parler. Je ne les ai pas invités à entrer. Au lieu de cela, j'ai croisé les bras et je suis restée sur le perron, en les regardant. Que voulez-vous ? Mon père s'est éclairci la gorge, mais c'est ma mère qui a parlé. Il s'agit d'Amanda. Elle a fait quelques erreurs. J'ai failli rire. Toute la vie d'Amanda avait été une grande erreur, facilitée par eux à chaque étape du chemin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Elle a épuisé nos prêts, a dit mon père, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Plus de 100 000 $. La banque a repris la maison. J'ai cligné des yeux, stupéfait. Pendant des années, j'avais supposé que leur argent maintiendrait Amanda à flot pour toujours. Je n'avais jamais pensé qu'ils se tarirent. Mais les voilà, debout devant moi, sans abri. On n'a nulle part où aller, a dit ma mère la voix étranglée. On espérait que tu pourrais. Elle n'a pas terminé la phrase. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il voulait. Et l'audace pure m'a fait bouillir le sang. Vous voulez que je vous laisse rester ici, ai-je dit, plus comme une affirmation que comme une question. Oui, a dit mon père à voix basse.
Juste jusqu'à ce qu'on se remette. Je les ai regardés fixement, les souvenirs m'envahissant, chaque fois qu'ils m'ont blâmé pour les erreurs d'Amanda, chaque fois qu'ils avaient ignoré mes luttes, rejeté ma douleur et m'avaient jeté comme un déchet. Et maintenant, ils voulaient mon aide? Non, ai-je dit fermement. Le visage de ma mère s'est tordu de choc. Anthony, nous sommes tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous m'avez envoyé vivre chez grand-mère, ai-je répondu. Vous avez choisi Amanda. Vous avez toujours choisi Amanda. Et maintenant, vous payez le prix. Mon père a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. Vous rendez-vous compte de ce que vous m'avez fait? Combien d'années j'ai passé à ramasser les morceaux de ma vie à cause de vous? Vous ne pouvez pas venir ici maintenant et demander quoi que ce soit. On n'avait pas le choix. Tu étais impossible, a crié ma mère. J'étais un enfant, lui ai-je crié dessus. Et vous avez fait de moi le bouc émissaire de tout ce qu'Amanda a fait. Vous vous entendez vous-même en ce moment? Ils n'ont pas répondu. Mon père a regardé le sol, honteux, tandis que ma mère me lançait un regard noir comme si c'était, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. Je ne vais pas vous aider, ai-je dit d'une voix ferme. Allez voir Amanda. C'est pour elle que vous avez tout sacrifié. Qu'elle s'en charge. Anthony, s'il te plaît, a dit mon père la voix étranglée. On n'a nulle part où aller. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une pointe de quelque chose, peut-être de la pitié. Mais ce n'était pas suffisant pour changer d'avis. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit sur un ton plus doux cette fois. Vous avez fait votre lit. Maintenant, dormez sans dire un mot de plus, je me suis retournée et je suis entrée dans la maison, en fermant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient, j'avais la poitrine serrée, mais je n'ai pas regardé en arrière. Par la fenêtre, je les ai vus monter dans leur voiture et s'éloigner. Je ne savais pas où ils allaient et je m'en fichais. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un mélange d'émotions, colère, tristesse, voire culpabilité. Mais chaque fois que je remettais en question ma décision, je me souvenais de tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Ils avaient Amanda. Ils avaient toujours eu Amanda. Ce n'était pas mon travail de les sauver maintenant. Des semaines plus tard, j'ai appris par une connaissance commune, un vieil ami du quartier qui nous connaissait depuis notre enfance, que mes parents et Amanda avaient emménagé dans un petit appartement loué à la périphérie de la ville. Ils étaient noyés sous les dettes, incapables de maintenir le style de vie auquel ils s'étaient accrochés pendant si longtemps. Les bêtises d'Amanda, comme toujours, étaient au cœur de leur chute. Amanda, qui avait autrefois fait étalage de sacs à main de créateurs et de vacances exotiques, travaillait maintenant dans un magasin de détail dans un centre commercial. Le voisin m'a dit qu'elle essayait toujours de garder les apparences, en publiant des photos soigneusement préparées sur les réseaux sociaux comme si rien n'avait changé. Mais les fissures commençaient à apparaître. Pendant ce temps, mes parents luttaient pour joindre les deux bouts. La santé de mon père avait commencé à se détériorer, probablement à cause du stress, et ma mère travaillait à temps partiel comme réceptionniste. Pour la première fois de leur vie, ils subissaient les conséquences de leurs décisions. J'aurais dû ressentir de la satisfaction ou de la vindication, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est du vide. La vérité est que j'avais déjà pleuré la perte de mes parents bien avant que cela n'arrive. Les perdre maintenant n'était pas douloureux, c'était juste le dernier clou dans le cercueil que je construisais depuis des années. La vie à la maison, par contre, était paisible. La santé de Loretta s'était stabilisée, même si elle était toujours fragile, elle était aussi vive et animée que toujours. Nous passions nos journées dans une satisfaction tranquille, à planter des fleurs dans le jardin, à partager des repas et à savourer le simple plaisir de la compagnie de l'autre. Mes amis, en particulier Ethan et Maria du travail, sont devenus ma famille élargie. Ils comprenaient le poids de mon passé sans trop s'immiscer et leur soutien signifiait le monde pour moi. Assurez-vous de mettre un like et de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.